Bonjour à tout le monde. Mon nom est Gérard Bouchard. Je vais présider cette séance avec l'aide de Anan Smidi. Bienvenue donc à cette séance qui va porter aujourd'hui sur les rapports entre la science et le pouvoir, ou entre le savant et le politique. Ceux qui vont présenter sont Yves Gingras et Éric Monpetit, qui vont se partager le travail au début dans leur exposé. Un mot sur Yves Gingras pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas. C'est un historien et sociologue des sciences, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. À Montréal. C'est une déformation. Hein. Toujours les choses larges. C'est le centre du monde. Chicoutimi, le centre du monde. Ben, c'est un peu ça. Bon, à Montréal alors, si tu y tiens. Il fait pas mal de choses, Yves Gingras. Il est titulaire d'une chaire de recherche du Canada. Il est cofondateur de l'Observatoire des sciences et des technologies. Il est directeur d'un centre interuniversitaire de recherche. Il s'est vu attribuer des prix prestigieux. Il est chevalier de l'Ordre du Québec. Ça ne te gêne pas qu'on le dise, Yves? Non? C'est un fait. Il ne dédaigne pas de publier sur des sujets grand public, disons. Par exemple, son texte sur The Society and Epistemological Consequences of the Mathematical of Physics. On imagine que tout le monde a lu ça. Il avait projeté de nous parler cet après-midi justement de ce texte-là, dont je viens de donner le titre, mais nous l'avons persuadé de changer d'idée. Il va donc tenir des propos qui nous seront un peu plus accessibles, mais dont il est un des meilleurs spécialistes au Canada. Éric Monpetit c'est pas un jumeau d'Yves Gingras, mais pas loin. Je pense que vous avez travaillé pas mal ensemble. Yves est politologue, professeur à l'Université de Montréal. Il a été vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences. Vous l'êtes toujours? Je le suis toujours. Oui, bon. C'est un spécialiste des politiques publiques au Canada, au Québec, aux États-Unis et même dans des pays d'Europe. C'est un chercheur qui a plusieurs centres d'intérêt, dont l'un demande de la modestie. Voilà un scientifique qui s'emploie à démystifier le rôle de la science et du scientifique, en quelque sorte, dans certains contextes d'élaboration des politiques publiques. Alors, un de ses livres s'est mérité un prix très prestigieux de l'American Political Science Association. Alors, je pense qu'encore cet après-midi, nous avons des invités de marque, de renom, et nous allons les écouter très attentivement, à commencer par Yves Gingras. Merci beaucoup, Gérard, pour ta présentation. Et bienvenue à ceux qui se sont branchés sur Zoom. On est une cinquantaine. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est qu'on va donc, Éric et moi, présenter un premier contexte parce que ce séminaire va durer plusieurs semaines, comme vous savez, et plusieurs intervenants vont regarder divers aspects du rôle de la science, de la décision politique. Et donc, il faut mettre un cadre. Donc, moi, je vais débuter par rappeler des choses qui peuvent paraître aller de soi, mais qui, on le sait, depuis un an, on voit partout dans les journaux, on nous parle de science, d'expertise, de données probantes, comme si tout cela allait de soi et que si la science nous parlait, les décideurs agiraient et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme on va le voir, les choses sont un peu plus compliquées. Il faut rappeler des choses assez basiques qu'on a tendance à oublier. Et ensuite, quand j'aurai terminé, on va se concentrer plus sur la décision politique en relation avec l'expert qui va être présenté par Éric. Donc, je vais débuter en rappelant une chose importante. On parle de science, mais c'est quoi la science? Donc, il faut une définition minimale de la science qui est très simple au fond, qui est celle qui est en vigueur dès le 17e siècle, qui nous dit la science, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. Les phénomènes, ils sont de nature diverse. Ça peut être un atome, une galaxie, une cellule, un virus, des plantes, des animaux, des humains. Nous, tant Gérard, moi qu'Éric, nos objets, c'est les humains, c'est les parties
politique, c'est les communautés scientifiques. Et on veut rendre raison de leur comportement. Comment? Justement, par des méthodes. Quelles sont ces méthodes? Essentiellement, deux grands types de méthodes. Des méthodes observationnelles, ce que l'ethnographie fait lorsqu'elle s'en va dans une tribu observer les rites. C'est ce que Larontan a fait au 17e siècle. Et c'est ce que les Jésuites ont fait en observant les Autochtones en Nouvelle-France. C'est de la science observationnelle. Ou bien, ce qui est plus connu en sciences depuis le 17e siècle, bien sûr, en sciences de la nature, c'est l'expérimentation. La différence est importante. C'est dans l'expérimentation, on perturbe le système, on bouge des choses. L'astronomie, elle est observationnelle. On ne peut pas bouger le soleil, on ne peut pas bouger les étoiles, ni les trous noirs, mais on peut les observer. Donc, il ne faut pas penser que la physique est nécessairement expérimentale et que la pauvre sociologie n'est qu'observationnelle. Au contraire, les sciences sociales sont beaucoup expérimentales et on le vit actuellement. Ceux qui font les plus grandes expériences de sociologie de nos jours, ce sont les élus, les politiciens qui prennent des décisions et qui donc, ça nous permet, les sociologues, d'observer la société ensuite par rapport aux décisions qui ont été prises. Donc, la science, c'est des objets et des méthodes. Et ensuite, c'est des explications. Il faut donc rendre compte des phénomènes comment? Par des théories. Par exemple, le virus, on sait qu'il est composé d'un certain ADN et que pour essayer de faire un vaccin, on a une théorie qui nous dit que soit qu'on peut prendre un virus atténué ou les théories les plus avancées vont dire que non, on va coder de l'ARN qui ensuite va dire à notre système de coder pour une molécule du spike du virus. Ça, c'est une théorie développée dans les années 50 sur l'ADN. Donc, la science, c'est toujours ça, quelles que soient les disciplines. Ensuite, il faut bien distinguer ça. D'un côté, la science, de l'autre, la technologie. La technologie, c'est la création d'objets ou de processus techniques fondés plus ou moins, ça dépend, sur des connaissances scientifiques. Par exemple, les fameux algorithmes dont on nous casse les oreilles depuis quelques années, c'est de la technologie. Ce n'est pas compliqué. On connaît les codes, on écrit des codes, on a des ordinateurs qui vont plus vite et il n'y a pas de mystère scientifique dans la soi-disant intelligence artificielle. C'est des algorithmes, c'est de la technologie. Donc, on a d'un côté, et ça c'est bien important aussi, des faits avant des explications. Donc, qu'est-ce qu'un fait? Bien, un fait, c'est ce qui normalement est établi parce qu'il a été reproduit et réobservé. Et établir un fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut être difficile. Par exemple, pour prendre un exemple actuel avec la COVID-19, on se débat depuis quelques mois, il y avait un article dans le Devoir d'hier d'ailleurs, sur le rôle de la transmission aérosol du virus, et on s'aperçoit qu'il y a 12 ou 25 études scientifiques qui essaient d'établir la proportion de cette diffusion par les aérosols. Mais si on lit ça, on s'aperçoit que c'est compliqué. L'INSPQ fait une synthèse, un scientifique qui dit « mais moi, je ne suis pas d'accord ». Donc, établir un fait, ce n'est pas comme décider que j'ai un livre dans mes mains et là, tout le monde le voit. En science, les phénomènes sont souvent invisibles. Personne n'a vu le virus. Pourtant, le virus est partout. Donc, il faut le détecter par des méthodes souvent sophistiquées. Donc, établir un fait, c'est difficile. Et ensuite, il faut l'expliquer, il faut fournir une interprétation. Et ça, c'est la science qui le fait. Par exemple, on sait qu'un virus se transmet soit par des voies aérosols et qu'ensuite, si la population ne fait pas attention, il y a une croissance exponentielle. Ça, c'est de l'explication scientifique de la diffusion du virus. On n'est pas au Moyen Âge où les explications étaient différentes. On faisait intervenir la colère de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, il nous laisse tranquilles. Par contre, trouver des preuves, ça peut prendre des années ou des mois. Ça, c'est très important à retenir. C'est ce qu'on appelle, en termes un peu plus savants, la flexibilité interprétative. Il peut y avoir plusieurs interprétations divergentes d'un phénomène, et c'est normal. Après plusieurs années, ça va se décanter, et il pourra arriver qu'on en arrive à une seule, qui sera la science établie, qu'on retrouvera ensuite dans les manuels. Et ça peut prendre du temps. Par exemple, rappelez-vous, en janvier 2020, on nous annonce que le virus arrive. Tout le monde se met à spéculer, oui, on va mettre au point un vaccin. Les savants ont dit, ouais, on met un point au vaccin, on est habitué de faire des vaccins, mais attention, c'est pas sûr qu'on va être capable de faire un vaccin parce que ce virus-là n'est pas connu
il y a des propriétés qui sont assez différentes de ceux de la grippe. Et on doit donc l'étudier. Et on espère et on travaille fort pour avoir un vaccin. Et il y en a qui ont dit, bon, ça va peut-être prendre 2 ans, 1 an. Personne ne le savait. Pourquoi qu'on ne le savait pas? Parce qu'on faisait de la recherche. Et soudain, nous, on est capable de dire, c'est extraordinaire, grâce aux dizaines de milliards de dollars, n'oublions-le pas, que les États, en particulier les États américains, mais aussi l'Europe et le Canada ont mis dans la recherche, des milliards de dollars. La quantité de chercheurs a été maximisée et on a réussi à mettre plusieurs vaccins en 1 année. Personne n'aurait prédit ça il y a exactement 1 an. Même les plus grands experts de virus disaient attention, c'est compliqué. Ça vous montre que la science, c'est imprévisible et c'est compliqué. Et donc, les étapes entre le fait et l'explication peuvent aussi être indépendantes. Il ne faut pas s'imaginer que tout ça est fortement relié. On peut avoir établi un phénomène et pas être capable de l'expliquer pendant 30 ans. C'est encore vrai en physique. Il y a des phénomènes qu'on connaît en physique. On n'a pas la théorie. Par exemple, la supraconductivité à haute température. Les physiciens théoriciens s'acharnent sur ce problème-là depuis 30 ans. Il n'y a pas une explication entérinée. Il y a une lutte, on ne sait pas trop encore. C'est normal, c'est la science en action. Comme le virus, on connaît beaucoup de choses parce que ça fait 1 année qu'on travaille sur le virus. Donc, les faits, ce n'est pas des valeurs. Hein? L'être, ce qui existe, n'implique pas ce qui doit être. Hein? On rêve à plein de choses, mais la réalité n'est pas toujours conforme à ce à quoi on rêve. Par contre, les valeurs, pour les sociologues, c'est un fait social. Donc, il faut toujours faire attention de ne pas prendre nos rêves pour la réalité quand on veut faire de la véritable science empirique et théorique. Comment ça marche, justement, cette science-là? Ça, c'est crucial. Ça marche par des arguments. Ce n'est pas des arguments d'autorité. C'est des arguments observationnels. On a vu un loup traverser la rue, puis on a vidéo. Ça peut être expérimentaux, et là, on a des instruments. C'est le cas du virus. On détecte aujourd'hui, grâce aux tests, le virus, comment? Dans un appareil qui nous dit, gras, on t'envoie ça dans le nez, puis au bout de 2 heures, on met ça dans un produit chimique qui nous dit, on a détecté, on ne l'a pas vu, mais on a détecté le virus dans ton organisme et donc tu es COVID positif. Il y a des arguments logiques. On peut dire, mathématiquement, ça ne se peut pas, cette affaire-là. On sait très bien, par exemple, que dans la société est un vaste réseau. Et toute la théorie mathématique des réseaux nous dit qu'il y a des gens au cœur qui sont au centre d'un réseau, qui sont donc en contact avec des dizaines de personnes, et il y a d'autres personnes à la périphérie d'un réseau qui sont plutôt isolées. Une conséquence logique de cela, et mathématique, c'est que la distribution des probabilités du risque n'est pas homogène et qu'il y a des concentrations et une probabilité qui décroît en général de façon d'ailleurs exponentielle. Et c'est donc des arguments logiques, mathématiques, statistiques. On construit des modèles, comme on fait des modèles de prédiction du réchauffement climatique, on fait des modèles de diffusion d'une épidémie. Ça, c'est la véritable science argumentée. Et donc, on peut avoir des contre-arguments, comme je vous disais, dans l'étude de la diffusion aérosol du virus, il y a des arguments pour, des arguments contre. Il y en a qui vont dire après 2 mètres, ça descend beaucoup. L'autre dit oui, mais il y a une probabilité après 3 ou 4 mètres. Mais quelle est cette probabilité? 1/10 ou 1/3 de ce qu'elle était à mètre zéro? C'est un débat ouvert scientifique. Et donc, cette dynamique de la science, elle est toujours située dans le temps. On a tendance à oublier ça, surtout les journalistes, je dirais. Ils veulent une réponse tout de suite. Et donc, il y a aussi une évolution des arguments légitimes. La science évolue. Les méthodes, par exemple, les méthodes médicales du début du siècle ne sont plus les méthodes médicales du 21e siècle parce qu'on a inventé des techniques de randomisation, donc de structure aléatoire pour s'assurer qu'on détermine bien la causalité. Ce sont les études cliniques randomisées qui ne vont se développer qu'après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on a compris qu'il y avait des biais cognitifs, il y avait des biais de gens qui savaient d'avance la réponse. Donc, on s'est dit, on va faire ça en double aveugle. Donc, les méthodes aussi évoluent, pas justement les instruments, mais les méthodes aussi. Autre chose cruciale quand on parle de science dans la société, et ça a été
mis de l'avant par un des grands philosophes des sciences qui s'appelle Gaston Bachelard, qui a écrit un grand livre que je vous suggère de lire, qui est très bien écrit, qui est paru en 1938, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle La formation de l'esprit scientifique. Il nous dit dans ça, et il démontre très clairement, que la science s'oppose très souvent, je dirais quasiment la plupart du temps, au sens commun. Donc la science a tendance à dire des choses qui ne vont pas de soi. Hein? Pour nous, la Terre ne tourne pas, parce que sinon, on pense qu'on bouge. Mais oui, la Terre tourne, les petits amis. Puis la Terre n'est pas plate. Il y en a encore qui croient que la Terre est plate, et on n'y peut rien. La Terre n'est pas plate, ça va contre le sens commun. Et il faut rappeler que quand la science dit des choses, c'est compliqué et ça peut nous bouleverser, parce que hey, moi, le gros bon sens nous dit qu'Einstein, ça ne se peut pas. Ben, Einstein, c'est compliqué, puis ça se peut. Et donc, derrière ça, il y a une éthique aussi dans la science, qui a été mise d'ailleurs en place par un grand sociologue américain, Robert K. Merton, qui est décédé d'ailleurs en 2004-2005. La première norme, c'est ce qu'appelle l'universalisme. La science se veut universelle. Et on le voit très bien dans le cas du COVID. Les chercheurs québécois, américains, chinois, asiatiques, nommez-les, travaillent tous sur un même objet et veulent que le virus soit connu de tous parce qu'ils pensent, a priori, toute chose étant égale par ailleurs, que, effectivement, le virus va avoir le même effet, en gros, en Chine qu'au Québec. Donc, la science se veut universelle. C'est un horizon. Hein? Il y a des biais, on le sait, mais c'est un horizon. Elle est communaliste. On met les connaissances en commun. Bien sûr, il y a des connaissances privées, il y a des brevets. On le voit que les compagnies pharmaceutiques, mais les compagnies pharmaceutiques, ce qu'ils mettent au point, c'est des objets, donc c'est des technologies qui sont brevetables. La science, elle, n'est pas brevetable. E égale MC2, il n'y a pas de brevet. Tout le monde peut l'utiliser pour faire des bombes ou des maths. Le désintéressement, c'est-à-dire qu'on travaille en principe dans la communauté scientifique pour l'avancement des connaissances. Bien sûr, les égos sont gros, les gens veulent gagner le prix Nobel, mais ça, c'est des détails. La réalité, c'est que les scientifiques, d'ailleurs, rappelons-le, sont souvent mal payés. Si on veut être riche, il vaut mieux travailler pour une banque ou à la bourse. Hein? On ne va pas faire de la science pour être riche. C'est absurde. On peut le devenir, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Ça, c'est une norme fondamentale. Et enfin, la plus importante de toutes, ce qui s'appelle le scepticisme organisé. Ce n'est pas le scepticisme individuel, c'est dire la communauté scientifique, elle est critique, est toujours en train de remettre en doute ce qu'un théoricien ou un expérimentateur a dit. Toujours. Donc, aussitôt qu'on a dit qu'il y avait un virus, les scientifiques ont dit « Ouais, ben là, on va regarder ça 2 fois, on va refaire l'expérience, on va remesurer le virus, on va refaire tout. » Puis après 3-4 tests, on dit « Bien, effectivement, ça marche. Hein, on va mesurer le taux de mortalité, le taux de diffusion. » La science, elle est sceptique, mais elle n'est pas relativiste. Elle n'est pas sceptique absolue. C'est un scepticisme mitigé qui dit, dans l'état actuel, il faut faire attention à ça et refaire l'expérience. On a tendance à oublier ça parce qu'on dit hey, il y a des controverses en science. Mais oui, la science avance grâce à ces débats d'échanges d'arguments entre les individus. Et donc, il y a une logique. Quelle est la logique de la recherche? Et là, ça nous rapproche de l'expertise dans sa relation avec l'État, avec les gouvernements puis les décideurs. C'est la temporalité de la science, elle est longue. Et ça, c'est crucial. Elle est longue et elle peut devenir courte par le hasard des découvertes. Mais en gros, elle est longue. Un seul exemple. Le sida. Rappelez-vous, début des années 80, on découvre le virus du sida qui fait un hécatombe à travers le monde. On cherche, bien sûr, spontanément, un vaccin. Mais je vous rappelle que depuis 40 ans, on n'a pas trouvé de vaccin contre le sida. On a trouvé des médicaments contre le sida, qui est maintenant une maladie chronique parce qu'on a plein de produits biochimiques qui permettent de garder le virus à distance, à l'intérieur de petites poches du corps humain. Mais on n'a pas trouvé de vaccin. Donc, la science, c'est là. Et ça peut être long, très long. Aussi, il y a la recherche de base, dont le but, c'est de comprendre les mécanismes. On n'aime pas beaucoup la recherche de base, mais pourtant, 30 ans après, c'est elle qui permet des découvertes technologiques. Par exemple, les gens ont été très surpris qu'on réussisse à faire un virus en 1 an. Donc, d'un côté, on voulait qu'il se fasse vite, puis quand on l'a fait vite, on doute, hey, y a-t-il un complot? Comment ça se fait que ça a été si vite?
ça ne doit pas être efficace. Mais la raison, elle est relativement simple. C'est que les virus qu'on vient de mettre au point, les vaccins qu'on vient de mettre au point en une année sont fondés sur de 15 à 20 ans de recherche sur l'ARN, hein? L'acide ribonucléique, qui est lié à l'ADN, qui est l'acide désoxyboronique. Là, je me suis fourré dans mon nom. ADN et ARN. Ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Et la découverte de la structure de l'ADN, c'est 1953. Donc, ça, c'était du pelletage de nuages à l'époque pour les bien des élus. Aujourd'hui, on est très content de comprendre que l'ARN, ça nous permet d'aller très vite pour la mise au point de vaccins. Donc, la recherche de base est cruciale. Et, bien sûr, et c'est là le problème, c'est que c'est imprévisible. Il y a des chercheurs qui cherchent puis qui ne trouvent pas. Ça arrive. Et surtout, il y a aussi une grande spécialisation. On n'est pas à l'époque de Pic de la Mirandole qui pouvait considérer connaître tout le savoir de l'univers au Moyen Âge. On n'est pas là. On est au contraire dans une hyper spécialisation qui est nécessaire pour mettre au point un virus. Et les découvertes sont rares. Et elles demandent la science, de la rigueur et de la crédibilité. Il faut faire confiance aux scientifiques. Mais pour faire confiance aux scientifiques, il faut leur donner une autonomie. C'est parce qu'on est autonome dans les laboratoires universitaires qu'on peut se permettre de dire ce qui est aujourd'hui la meilleure science, sans se poser des questions sur ceux qui n'aimeront pas la réponse selon leurs idéologies économiques, religieuses, politiques. La science doit être autonome. C'est le seul fondement de sa crédibilité et de la confiance de la population envers ses recherches. Par opposition à toute cette dynamique complexe, on a une logique médiatique. Je la mentionne parce que la politique, les prises de décision aujourd'hui ne se font pas dans un vase clos, ont des implications sociales par un biais incontournable via les médias. Or, la temporalité médiatique, elle est, vous le savez, très courte. C'est la nouvelle et il y a des contraintes inhérentes aux médias. Si vous passez à la radio, à la télé, vous avez 30 secondes, pas plus, pas 4 minutes pour expliquer l'ADN, ils vont vous couper tout de suite. C'est 30 secondes. Hein? C'est des délais courts. D'aller médias écrits, c'est 800 mots, c'est pas 4000 mots. Donc, c'est des contraintes inhérentes au système médiatique. Il faut en être conscient. Et l'information scientifique que vous, qui nous écoutez, vous vient essentiellement des médias. C'est la télé, c'est la radio qui vous dit « Ouais, il y a une chicane à propos de telle affaire, on a découvert telle affaire en Chine. » C'est les médias qui sont le filtre de nos connaissances, pour le sens commun, de la science. Et donc, les cours, on a quelques phrases, quelques radios. On comprend la simplification qui peut amener à des malentendus et à des mauvaises compréhensions qui vont ensuite devoir être corrigées, etc. Et ça tourne en rond. Et donc, il ne faut pas perdre de vue non plus l'ego du savant. Donc, on est peut-être dans un cercle vicieux. C'est que le scientifique qui veut expliquer la situation actuelle sur les virus, il y a un passage obligé, c'est les médias. Mais les médias, lui, ils vont recouper son discours compliqué en termes simples. Mais est-ce qu'il doit accepter sa logique? Il n'y a pas le choix. La logique médiatique ne deviendra pas la logique scientifique, comme la logique politique ne deviendra pas la logique scientifique. C'est des champs qui ont des logiques différentes et qui sont en interaction. Donc, il faut faire attention aux dérives. Quelles sont ces dérives-là? On dit qu'aujourd'hui, le chercheur doit de plus en plus démontrer la pertinence de son travail auprès des décideurs en passant donc par la place publique. C'est gentil, c'est généreux, mais il faut faire attention parce que les journalistes aussi posent aux chercheurs des questions qui souvent ne relèvent pas de leurs compétences et qui peuvent aussi apprendre leur tendre des pièges. Donc, le scientifique peut être tenté de jouer le jeu. Et comment? En faisant passer ses convictions personnelles pour de la science ou en communiquant des résultats préliminaires qui n'ont pas été vraiment validés par les pairs, ce qui prend du temps. Ou en nous annonçant la classique qu'il va y avoir des applications dans 5 ans et dans 10 ans. Vous observerez que jamais ces individus vont vous dire dans 2 ans et demi. Jamais. Quand ils disent 5, ensuite ils disent 10, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Donc 5, 10, on va oublier dans 2 mois.
On ne dira pas 2 ans et demi, c'est trop précis parce que ça pourrait être vrai. 5 ans, c'est n'importe quoi. Et en sortant, on le voit de plus en plus dans nos experts à la télé, au fond, ils sortent un peu de leur champ de compétences. Ils ne parlent plus de la technique, mais jouent les gérants d'estrade et disent ce qu'ils devraient faire au nom de leur petite vision binoculaire de l'ensemble de la société vue à travers la lunette de leur expertise limitée. Limitée parce que c'est normal d'être spécialisé, mais il faut se rappeler qu'on regarde un sous-ensemble et non pas l'ensemble des choses. Et donc, il faut rappeler aussi la limite des soi-disant données probantes. Parce qu'il y a beaucoup de rhétorique sur les données probantes. On a un usage stratégique des données. L'analyse de la réalité nous montre que souvent, on considère des données comme probantes lorsqu'elles viennent confirmer notre biais de confirmation ou lorsqu'elles viennent confirmer notre conviction personnelle. Fait avoir des données probantes ne c'est pas toujours la solution parce que pour toute donnée soi-disant probante, il y aura toujours plus qu'une décision sociale ou politique. Il n'y a pas de bi-univocité entre une connaissance et une décision. En somme, avant de donner la parole à mon ami Éric, il faut se rappeler constamment qu'en science, si on cherche, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, quand un journaliste vous dit c'est quoi la réponse, vous dire on n'a pas de réponse. Lui, il en veut une, le journaliste. Il faut dire qu'il n'y en a pas. Et donc, il faut rappeler que l'incertitude est au cœur de la vraie recherche, d'où les arguments échangés aujourd'hui sur la question des aérosols, au début mars sur la question des masques. Il n'y avait pas de complot sur l'absence de masques. Il y avait une incertitude sur le véritable effet des masques étant donné ce que les gens font. À partir du mois d'avril, juin, on a commencé à avoir plus de données. On s'est dit, ouais, finalement, les avantages sont plus pour les masques. Mais ça se prend du temps pour ça parce qu'il y a de l'incertitude. Et aussi, les limites de l'expertise. On entend le mot expert partout. Mais c'est quoi un expert? C'est qui est expert? Expert de quoi? Donc, la science repose ultimement sur la confiance en l'intégrité des chercheurs qui, comme je l'ai dit, ont donc besoin d'autonomie. Il faut rappeler, avant de donner la parole à mon ami Éric, que les connaissances scientifiques, quoi qu'on en dise, n'impliquent jamais une seule, unique possibilité d'application de politique publique parce que ces décisions-là sont globales et font intervenir d'autres variables que la simple variable technique d'un expert en génie de la ventilation ou d'un autre en microbiologie. Donc, qui sont ces experts? C'est mon ami Éric qui va vous en parler plus avant. Passe tout de suite à la prochaine diapo, oui. Ah, tu peux tout défiler les... ouais, c'est bon. Moi, je vais vous parler beaucoup, en fait, de la décision politique. Puis, disons, on entend énormément parler, on entend très régulièrement, en fait, le slogan qui veut qu'on doit écouter la science. On l'entend dans le contexte du débat environnemental, notamment, mais pas uniquement dans le contexte du débat environnemental. Dans à peu près tous les domaines de politique publique, on s'attend à ce que nos élus écoutent la science. Comme si le travail des politiciens était uniquement de transposer les connaissances scientifiques en politique publique et que cette transposition-là était non problématique, là, que ça se faisait de manière très évidente. Pourtant, une des implications très claires de ce que Yves vient de vous dire, c'est que ça ne va vraiment pas de soi, la transposition des connaissances scientifiques en politique publique. La diapo que vous voyez à l'écran présentement, c'est une diapo que j'ai utilisée il y a un peu plus d'1 an dans une conférence qui avait lieu à Chicoutimi, soit dit en passant, là où est situé à l'université de Yves, si je comprends bien. Et cette conférence-là, en fait, Yves était présent. On avait pas mal, disons que nos discours, c'était pas coordonné, mais nos discours étaient vraiment très, très proches. Je pense que c'est la raison pour laquelle on était ensemble aujourd'hui. J'expliquais avec cette diapositive-là, en gros, comment que ça se passe, la décision politique, habituellement, je le dis bien,
Et puis surtout, là, vous voyez là, la série de flèches qui part du foncé et qui va vers le plus pâle. Le plus pâle, c'est pour, en fait, le côté foncé ou pâle de la flèche indique l'implication des élus dans la décision. Comme vous le voyez, donc, plus on s'éloigne du rôle de prioriser les enjeux, puis qu'on s'en va vers la recherche de solutions, habituellement, moins les élus sont impliqués. C'est normal que ce soit comme ça, c'est à peu près comme ça que ça se passe toujours. Le gros rôle, le rôle fondamental de l'élu, c'est de décider quelles doivent être les priorités parmi l'ensemble des possibilités. Et les possibilités sont très, très, très nombreuses. Puis là, j'avais mis une liste à l'époque là, de possibilités. C'était toutes des possibilités, ou en fait, c'était tous des problèmes qui étaient soulignés dans un discours scientifique ou l'autre. Donc, ce sont très souvent des scientifiques qui nous disent que ces différents enjeux-là qui sont listés là devraient être des priorités politiques. Il y en a à tout moment une très longue liste et le rôle des élus, c'est de choisir. C'est de choisir laquelle ils vont mettre de l'avant, pour laquelle on va essayer de trouver des solutions pour améliorer la situation. C'est vraiment habituellement beaucoup ça le rôle des élus. Une fois qu'ils ont choisi la priorité, très souvent, ils vont se tourner vers d'autres acteurs pour trouver la meilleure solution possible. Et parmi ces acteurs-là, les scientifiques sont très souvent prépondérants. Donc, quand on demande aux politiciens d'écouter les scientifiques, il ne faudrait surtout pas penser qu'ils ne le font pas. Ils le font beaucoup. Puis d'ailleurs, ça explique peut-être dans une certaine mesure une part de l'insatisfaction que certains acteurs ou que même la population peut avoir envers les décisions étatiques. La façon dont ça se passe, là, vous pouvez regarder un peu l'espèce d'entonnoir que j'ai montré là. Supposons que le politicien décide, ou les politiciens, nos élus décident que les pesticides sont une priorité absolue. On doit absolument faire quelque chose pour améliorer la situation. Il y a des craintes qui sont exprimées quant à leur utilisation. Et donc, règle générale, encore une fois, là, le politicien va décider, c'est ça la priorité. Et pour trouver la solution, c'est rarement eux qui vont participer. Ils vont, en quelque sorte, pelleter ça vers leur ministère et le ministère, lui, va consulter. Le ministère, qui est très souvent composé d'experts, donc il y a des experts scientifiques au sein des ministères, mais le ministère ne va pas se limiter à consulter ses propres experts, va très souvent se tourner vers l'externe, vont aussi, bien évidemment, impliquer les groupes d'intérêt, qui parfois eux-mêmes vont employer des experts, des gens qui ont des compétences scientifiques très avancées. Donc, il y a une espèce de consultation qui se met en branle. Puis habituellement, quand ce processus-là commence, on découvre que le problème est multidimensionnel. L'enjeu des pesticides, s'il a été mis de l'avant ces dernières années, c'est beaucoup à cause de craintes sur l'impact environnemental que les pesticides peuvent avoir. Mais très rapidement, quand on gratte un petit peu ou on commence à s'intéresser à l'enjeu, la pollution de l'eau, ce n'est pas le seul problème. Certains vont dire, bon, il y a des enjeux, bien évidemment, de sécurité alimentaire. Mais d'autres vont dire, donc, là, déjà, là, tout de suite, on découvre une deuxième dimension. D'autres vont dire, ce n'est pas seulement un enjeu de sécurité alimentaire, c'est aussi un enjeu d'approvisionnement alimentaire. Donc, il faut aussi bien prendre en considération que les pesticides nous aident à produire davantage et à nourrir une population croissante. Donc, une autre dimension s'ajoute au problème. Puis à chaque dimension, on diversifie nos sources parce qu'on a besoin d'aller vers de nouveaux types d'expertise, en quelque sorte. Yves l'a bien expliqué tout à l'heure. Les scientifiques entre eux, surtout pour des problèmes qui sont des problèmes relativement récents, normalement, ne sont pas spontanément en accord, ne serait-ce qu'à cause de ce que Yves appelait le scepticisme organisé. Donc, il y a très souvent, dès le départ, au sein d'une même communauté, des désaccords. Donc, les gens, par exemple, qui vont s'intéresser à l'impact environnemental ou l'impact sur l'eau des pesticides, entre eux, risquent de ne pas être parfaitement d'accord sur tout.
imaginez ce qui se produit si on ajoute une dimension. Si on ajoute la dimension, par exemple, sécurité alimentaire. Si on ajoute la dimension approvisionnement en alimentation. Évidemment, là, on ajoute encore davantage des sources de désaccord, des désaccords probablement plus profonds que si on s'en était tenu à une seule source, c'est-à-dire soit les spécialistes sur l'impact environnemental que peuvent avoir les pesticides. Et donc, imaginez, là, l'image qui est là, c'est une espèce d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de ces sources-là rentrent dans ça, puis qu'on sorte avec une solution. Plus il y a de sources là-dedans, plus on écoute la science, parce que plus il y a de spécialistes, plus il y a de scientifiques qui sont impliqués dans la prise de décision, mais aussi, plus c'est difficile et c'est long à prendre une décision. Et ça, encore une fois, c'est très souvent une critique commune qu'on formule à l'endroit de nos gouvernements. On dit que les gouvernements sont lents, ils n'agissent pas, ils n'arrêtent pas de consulter, mais ils agissent très, très peu. Bien, c'est très souvent parce que nos gouvernements écoutent la science, si les choses sont comme ça. Donc, ça, c'est ce qui se passe habituellement. Maintenant, tu sais, encore une fois, quand j'ai présenté cette diapo-là, la COVID, je ne savais pas ce que c'était, personne ne savait ce que c'était. On n'avait pas encore conscient du problème. On a été conscient du problème à la fin décembre, toute fin décembre. C'est apparu sur les agendas gouvernementaux, je dirais surtout autour du mois de février. Et là, j'ai vraiment l'impression que la logique que je vous montre là, qui s'applique à peu près à une très, très grande quantité de problèmes, disons que c'est la façon habituelle de faire des politiques publiques, cette logique-là, tout à coup, elle a été suspendue. Puis, dans le cas de la COVID, je trouve ça très intéressant de constater que si j'avais là, à mettre, encore une fois, les différents tons là, sur mes flèches, là, ce serait foncé partout. Parce que les politiciens, dans ce cas-là, s'intéressent non seulement à prioriser puis à dire aux experts, écoutez, là, ça c'est un problème, réglez-moi ça. Ils s'impliquent dans la recherche de décisions beaucoup plus que pour des enjeux habituels. Suite à la COVID, puis moi, ça m'a tellement... quand c'est arrivé cette décision, c'était tellement inattendu parce qu'encore une fois, je travaille sur les politiques publiques, la prise de décision dans le domaine des politiques publiques. On s'attend, puis le graphique, qui est la figure qui est là à l'écran le montre, on s'attend à ce que les processus soient très, très lents. Et là, tout à coup, très soudainement, on prend une décision extrême, c'est-à-dire le confinement, dire aux gens, restez chez vous, allez plus au travail. On ferme un paquet de commerces, on ralentit l'économie de manière spectaculaire, on ferme les écoles. C'est une décision qui est sans précédent et qui s'est prise comme ça. Donc là, c'était un peu inhabituel. C'est pour ça que je me suis, avec certains collègues, intéressé à cet enjeu de la COVID. Puis je me suis intéressé de manière intéressante. Je travaillais déjà avec un collègue suédois sur la question. Puis vous le savez sans doute, la Suède a pris des décisions qui sont assez atypiques dans le contexte de la COVID, des décisions très, très, très controversées. Et puis, ben, moi, j'ai découvert ça à peu près dans les premiers jours où nous, on a été confinés parce que je devais, pour d'autres raisons, parler à mon collègue suédois puis il m'a expliqué comment ça se passait chez lui. J'étais extrêmement étonné. Et donc, on s'est mis à suivre ça ensemble. Puis on a recruté un certain nombre d'étudiants pour retracer un petit peu les décisions. On a décidé de mettre l'accent sur une décision bien précise, c'est-à-dire la décision de fermer ou non les écoles. En Suède, les écoles sont restées ouvertes tout le printemps. Alors qu'ici, on a très rapidement fermé les écoles. Donc, une décision très, très, très différente. Puis, on a essayé de voir, en quelque sorte, comment les autorités justifiaient ces décisions-là. Puis, de manière très intéressante, puis encore une fois, là, vous le savez, les décisions suédoises ont été extrêmement controversées. Bien, les autorités là-bas citaient beaucoup plus fréquemment, puis là, pas juste un peu plus, là, on parle vraiment de beaucoup plus fréquemment des études scientifiques que ne l'ont fait les décideurs ou les autorités québécoises. Donc, nous, on a examiné l'ensemble des communiqués de presse qui ont été émis pour justifier ces décisions-là. Et puis, au Québec, en fait, à peu près jamais on mentionne d'études scientifiques. Au Québec, on a beaucoup mentionné l'expérience d'autres pays. Donc, on a dit, par exemple, pour justifier la fermeture des écoles, la France le fait, donc on va le faire.
Donc, ça a été beaucoup plus ce genre d'argumentation-là qui a été utilisé, alors que du côté de la Suède, on mettait de l'avant des études scientifiques dont les résultats pouvaient être interprétés de différentes façons. Là, encore une fois, il n'y a pas une façon de transposer des connaissances scientifiques en politique publique, mais là-bas, on faisait beaucoup référence à la Suède. Je trouve ça intéressant comme conclusion parce que nous avons, plus je dis nous, c'est les citoyens de manière générale, je pense en tout cas, ont l'impression que le Québec a pris des décisions vraiment appuyées sur la science en matière de COVID, en matière de confinement, et que la Suède ne l'a pas fait, a ignoré l'avis des scientifiques. Alors que nous, ce qu'on observe, c'est le contraire. Puis, ce qui est aussi très intéressant, parallèlement à cette recherche-là, il y a eu un certain nombre de reportages sur la prise de décision dans le gouvernement de François Legault. Puis moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est l'absence presque totale de scientifiques autres que le docteur Arruda. Le docteur Arruda, lui, est toujours présent, mais les autres qui sont dans l'entourage de François Legault sont à peu près uniquement des spécialistes en communication. Il y a eu un article d'Alec Castonguay dans l'Actualité, je pense que c'était quelque part au mois d'avril, qui expliquait comment la décision du mois de mars de confiner a été prise. Et on voit très clairement, à part du docteur Arruda, les seules personnes dans l'entourage de Legault sont des spécialistes de la communication. Depuis, ce qu'on apprend, on a appris ça dans un article de Denis Lessard juste avant les fêtes, depuis, le docteur Arruda a été un peu marginalisé. Et les spécialistes en communication ont pris une certaine envergure. C'est peut-être pas étonnant dans ce contexte-là qu'à mon avis, la meilleure façon de prédire les décisions qui sont prises par le gouvernement, ce n'est pas en fonction de l'avancée des connaissances scientifiques, mais davantage en fonction de ce que disent les médias. Et Yves l'a très, très bien expliqué, la logique médiatique n'est pas la logique scientifique. Ce sont deux logiques qui sont bien distinctes et bien souvent incompatibles. Le gouvernement actuellement répond davantage à une logique qui est une logique médiatique qu'à une logique qui est scientifique. Puis, ce n'est pas un jugement négatif que je suis en train de poser là, parce que de toute évidence, ça marche. Dans la mesure où le gouvernement Legault est certainement un des gouvernements occidentaux qui a le mieux su garder la confiance des citoyens. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ces décisions sont bien appuyées sur la science. Elles sont appuyées sur d'autres sources d'information que sont essentiellement les médias et qui répondent, eux, à une logique qui n'est pas la logique de la science. Donc, on ne prend pas au Québec des décisions dans le contexte actuel qui sont très appuyées, je pense, du moins pas appuyées directement sur les connaissances scientifiques. Ce sont néanmoins des décisions qui sont légitimes parce que la science, les connaissances scientifiques ne sont pas la seule source d'information légitime pour décider de politique publique. Et de toute évidence, dans le contexte québécois, ça fonctionne car le gouvernement a su garder confiance, la confiance des citoyens. Donc, je vais arrêter là pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. D'ailleurs, messieurs, j'en ai une qui m'a été adressée dans la discussion. Quelqu'un qui demande « J'aimerais adresser le rapport cyclique entre la recherche, la science, la médiatique, la politique et les décisions prises quant à la recherche. Y a-t-il une incompatibilité inhérente due au choix de transparence? » Je laisse soit M. Gingras ou M. Monpetit répondre. Je ne suis pas certain de comprendre exactement la question. Je ne sais pas, Yves, si tu es... Je retiendrai le mot. Je pense que dans ce que j'ai compris du cycle, au fond, c'est le cycle ici qu'on voit là, mais par rapport à la... Je prendrai la partie sur la transparence. Parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de tendances depuis un certain nombre d'années de dire qu'il faut être transparent. Or, bien sûr, personne n'est contre la tarte aux pommes, mais il faut faire attention. La transparence absolue n'existe pas et personne ne veut de la transparence absolue. Parce qu'on ne peut pas chaque jour dire, écoutez, là, on vient d'avoir les services secrets qui nous ont appris qu'on a une bande de bandits qu'on a réussi à empêcher de faire ci. On ne veut pas tout savoir. Donc, il faut un équilibre entre les prises de décision qui sont compliquées et qui doivent amener à un consensus, mais ce n'est pas de la transparence. Parce que si on écoutait les gens pour la transparence absolue, ça aurait des effets pervers complètement
inverse de ce qu'on demande de cette transparence-là. Ce qu'on demande, c'est des raisons d'explicatives. Comme j'ai dit, la science est compliquée. Donc, il faut être capable de synthétiser les résultats, là où sont les consensus, là où sont les choses ouvertes. Et là, il y a un rôle des communicateurs, justement, de cette complexité, tout en admettant qu'à la fin de la journée, dans tout État démocratique, ce sont les élus qui doivent prendre des décisions et ensuite, selon l'avis des citoyens, auront leur appui ou non. On le voit très bien ici dans la décision assez comparable dans ses faits, mais rhétoriquement inverse, entre Doug Ford en Ontario puis au Québec. Doug Ford dit « Ah, moi, là, je compte le couvre-feu. » Mais il dit que personne ne sorte de la maison après minuit. Bon, mais tout le monde a compris qu'il est en train de faire le couvre-feu sans le dire. Ça, c'est de la politique. Donc, la transparence a des limites et le circuit, ben, c'est un peu celui qu'on a tenté de décrire, Éric et moi. C'est une dialectique continue, une roue sans fin, où on fait des hypothèses, des expériences, des décisions, on ferme la décision, on ouvre les écoles, on ferme les écoles, non pas par cynisme, parce que les connaissances évoluent. Alors, j'ai une autre question, peut-être une suite à cette question-là. Peu de politiciens viennent du milieu scientifique. Y aurait-il une plus-value à avoir plus de scientifiques ou d'ingénieurs dans un gouvernement? C'est une bonne question. La prémisse, c'est-à-dire qu'il y en a peu, je ne suis pas sûr à 100% qu'elle soit vraie. C'est-à-dire que c'est clairement pas la majorité des élus qui sont des scientifiques. Il y a une petite proportion, mais c'est aussi une petite proportion de la population qui vient de milieux scientifiques. Donc, je ne suis pas prêt à accepter d'emblée cette prémisse-là. Là, il faudrait, je pense, qu'il y ait des études un peu plus poussées qui soient faites. Puis il y en a eu d'ailleurs de fait ailleurs qu'au Québec. Et qui montre qu'effectivement, il y a une proportion qui n'est peut-être pas très grande, mais qui n'est pas nécessairement disproportionnée si on compare à la proportion des scientifiques dans la population. Mais ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Hein. Le scientifique qui se fait élire, qui devient député, doit obéir à une logique dans ses fonctions d'élu qui n'est plus la logique de la science. Donc, peut-être que ça peut être un avantage d'avoir des connaissances scientifiques parce qu'on peut s'approprier certains dossiers un petit peu plus facilement, mais il reste le même problème dont Yves a parlé, notamment là, de transposition de connaissances scientifiques qui sont contestées, qui sont le sujet de désaccord dans des politiques publiques et qui ne va pas de soi et qui fait surtout appel, qui doit faire appel à autre chose qu'uniquement des connaissances elles-mêmes. Forcément appel à des valeurs. Yves le mentionnait aussi. Donc, autrement dit, avoir plus de scientifiques, je ne suis pas certain que ça améliorerait forcément les choses. Ce n'est pas nuisible, mais est-ce que ça doit être une fin en soi, une fin recherchée? Je suis loin d'être certain de ça parce qu'encore une fois élu, le scientifique doit obéir à une logique qui n'est plus la logique de la science. J'ajouterais que je pense que c'est important de... Ça, c'est un discours qu'on entend souvent. Il faudrait des scientifiques. Donc, toute la sociologie politique le montre. La logique du champ politique fait immédiatement son effet. Il suffit de regarder au niveau fédéral. Marc Garneau, astronaute qui a fait le tour de la Terre pendant quelques mois, on l'a mis au ministère des Transports parce que, bon, peut-être qu'il savait comment que ça a donné grande chose. Si vous écoutez ce que Marc Garneau dit, puis que vous ne savez pas que c'est un ingénieur qui est allé faire le tour de la Terre, il parle en politicien. Ce n'est pas une critique. Comme dit Éric, c'est sa job. L'autre, qui était une prof de bio, de je ne sais pas trop quoi, quand on l'écoute, elle nous parle quoi? Elle fait de la politique. Pourquoi? Parce que la sociologie nous montre depuis des décennies que c'est la position qui compte. Si vous êtes président du syndicat, vous parlez comme le président du syndicat. Si 6 mois après, on vous nomme ministre de l'économie, bien là, vous dites on n'a pas d'argent. Et vous êtes la même personne. Bachand, qui est un ancien de la FTQ, qui est devenu ministre libéral, quand il a changé sa position dans la structure du champ, bien, il a changé son discours. C'est plate à dire, mais ça, c'est la réalité empirique. On peut prédire d'avance qu'un soi-disant scientifique, quand il est élu, comme un écologiste, quand il est élu, c'est le cas au niveau du fédéral, il parle moins
en écologiste, parce que là, il est élu dans un parlement avec un ministre. Donc, il ne faut pas être naïf sur la soi-disant vérité vraie que la science va proclamer sur un ton. Il existe des logiques compliquées étudiées par les sciences sociales qui nous permettent de prédire que nommer les ingénieurs que vous voulez comme ministres, ils vont rapidement faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le champ politique, comme quand on fait de la science quand on est dans le champ scientifique. J'ai envie d'ajouter à ça, allez lire l'article de Yves dans l'actualité sur les données probantes. Vous allez voir que les scientifiques, quand ils se prononcent sur des enjeux qui sont des enjeux de politique publique, là, mais très, très, très liés à ce qu'ils font, c'est-à-dire les subventions de recherche, les données probantes, ils prennent le bord tout de suite. Donc, Pardon. Monsieur Bouchard, est-ce que vous permettez que je lise une autre question avant? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai une autre question pour un de nos conférenciers. Est-ce que l'affirmation que les décisions du gouvernement ne seraient pas fondées sur la science se base sur les références scientifiques des communiqués de presse? Si oui, ne serait-ce pas une preuve que la communication politique, exemple communiqué de presse, n'est pas à saveur politique plutôt qu'une preuve que les décisions gouvernementales ne sont pas fondées sur la science? Juste une chose, moi, je ne suis pas en train de dire que la science n'a aucune espèce de rôle à jouer dans les décisions qui ont été prises concernant la COVID. Nous, on a regardé comment les gouvernements justifient les décisions et ce qu'on voit, c'est que c'est rarement des justifications qui sont d'ordre scientifique qui sont mises de l'avant. Okay. Ça ne veut pas dire, encore une fois, lorsqu'on imite la France, bien, la France, peut-être qu'elle a appuyé ses décisions sur de la science et donc indirectement, il y a des connaissances scientifiques qui entrent en jeu dans les décisions qu'on prend ici. Donc, il faut faire un petit peu attention à cela. Écoutez, les communiqués de presse, est-ce que les communiqués de presse sont trompeurs? J'en sais rien, ça se peut. Le seul constat qu'on fait, c'est que dans le contexte de la Suède, où on a l'impression que les scientifiques ont été très peu écoutés, bien, en fait, ce que les autorités mettent de l'avant, ce sont les connaissances scientifiques lorsqu'il vient le temps de justifier leurs décisions, alors qu'ici, on le fait à peu près jamais. C'est tout. Je compléterais un petit élément ici, je pense, qui est très important si on veut justement faire de l'analyse typique des sciences sociales, c'est quand on dit ou qu'un acteur dit ou qu'un représentant des élus dit on ne s'est pas fondé sur la science, on présuppose qu'on aurait dû le faire et que ça aurait eu de l'effet. Alors que nous, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit que quand ils ont pris les décisions, bien qu'ils n'ont pas invoqué la science, ça ne veut pas dire que leur décision n'est pas bonne. Ça veut dire qu'ils n'ont pas invoqué la science. Alors que les Britanniques ont dit, les Suédois ont dit hey, nous, là, on invoque la science, là, regardez, on a la science. C'est la rhétorique. Ils invoquent la science. Est-ce que vraiment ils ont lu l'article? On ne sait pas, mais ils l'invoquent. L'autre ne l'invoque pas. Puis ceux qui disent qu'on doit invoquer la science présupposent que ça va donner la bonne réponse. On sait bien que c'est plus compliqué que ça. Donc, la sociologie dit l'usage de justification. Quand vous vous justifiez, vous dites j'ai fait ça parce que. On ne dit pas que c'est vrai ce que vous dites, mais on dit c'est curieux que lui dit toujours moi, j'ai fait ça à cause de la science. L'autre, il dit ben, moi, j'ai fait ça parce que les Français l'ont fait. Et rappelez-vous les journalistes qui disaient hey, pourquoi on ne fait pas comme Vancouver? Après ça, ils disaient pourquoi on ne fait pas comme l'Alberta? Après ça, ils disaient pourquoi on ne fait pas comme l'Ontario? Ben, parce qu'on n'est pas l'Ontario, on est au Québec. Voyez-vous? Donc, on garde, nous, en sciences sociales, les justifications invoquées par les acteurs. C'est des fourmis qu'on observe et dont on décortique les discours. Bien, ça, c'est important ce qu'il dit. Moi, je ne dis pas que le Québec a pris des moins bonnes décisions que la Suède. Au contraire, Legault, il s'en est plutôt bien tiré. Il réussit à maintenir la confiance de la population. Et pour ça, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas besoin d'invoquer la science. Voilà. Monsieur Bouchard, c'est à vous. Oui, mais si les étudiants ont d'autres questions, là, on va leur donner priorité. OK, alors j'en ai une pour Monsieur Monpetit. Peut-on poser l'hypothèse que le gouvernement québécois base davantage ses décisions sur la science que ce que vous affirmez, mais que ce mode opératoire ne percole pas jusque dans ses communications et ne se reflète pas dans la composition de la cellule de crise? Peut-être en raison d'une perception de la part du gouvernement à l'effet que la science n'est pas un facteur de crédibilité au sein de la population. Bien, encore une fois, je pense que j'ai répondu un petit peu là, dans la réponse à la question précédente.
Mais moi, ce que je constate, c'est que l'entourage du premier ministre, les scientifiques ne sont pas prépondérants présentement. Alors que dans d'autres pays, puis là, prenons la France, par exemple, où il y a une espèce de comité d'experts, avec des experts qui viennent de plusieurs horizons, soit dit en passant, là, disons que la multidimensionnalité du problème de la COVID, ils la prennent davantage en considération que nous. Nous, il y a une dimension, là, si on se fie un petit peu à la composition des experts qui entourent le premier ministre, experts en santé publique uniquement. Et voilà. Puis, tu sais, encore une fois, c'est pas un reproche par rapport au gouvernement, c'est surtout pas de même qu'il faut le voir. Les experts en communication ont fait un bon travail. Ça se peut très bien que, de manière indirecte, des connaissances scientifiques aient eu un impact sur plusieurs des décisions gouvernementales. Mais c'est simplement pas ça qui est mis de l'avant. C'est ce que je constate. OK, j'en ai une dernière ici. En dehors des conférences scientifiques spécialisées, existe-t-il une plateforme permettant aux politiciens et aux scientifiques d'échanger ouvertement sur des grandes questions qui nécessitent une consultation de gens compétents sans que cela devienne une commission parlementaire? Ce genre de forum-là, c'est commun, c'est fréquent. Moi, j'ai assisté à plusieurs sur des enjeux. J'ai beaucoup travaillé sur les enjeux d'organismes génétiquement modifiés, d'enjeux de pesticides, justement, ou de pollution d'origine agricole. C'était beaucoup les sujets auxquels je m'intéressais auparavant. Puis ce genre de rencontre-là était très commun. Monsieur Bouchard, le mot de la dernière question est à vous. Ah oui, c'est d'abord un commentaire, ensuite une question. Un commentaire en rapport avec ce que Yves vient de dire au sujet de la transparence. Ce que disait François Bachand ce matin, il en avait contre ce qu'il appelait un manque absolu de transparence de la part du gouvernement, au point qu'il disait que le gouvernement cachait les données, que les chercheurs n'y avaient pas accès, qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail, etc. Si c'est le cas, évidemment, on peut lui donner raison. Mais je retiens ce que tu disais à la fin, il y a un équilibre à observer là. Ouais. Ma question, c'est pour Éric Montpetit. Éric, vous avez dit que finalement, si j'ai bien compris, la stratégie de Legault n'était pas si mauvaise parce qu'il a réussi à maintenir la confiance avec la population dans des contextes qui étaient extrêmement difficiles et souvent où il était obligé d'improviser parce que la pandémie, ça ne passe pas tout le temps. Mais en termes de rendement de la prévention, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous parleriez d'une réussite aussi? Parce que, encore une fois, François Bachand nous a aligné un long chapelet d'erreurs qui ont été faites par le gouvernement depuis le début de la pandémie. Et les données statistiques dont on dispose maintenant, qui ne sont pas définitives, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas encore aussi raffinées qu'elles le seront quand on pourra tenir compte du facteur de surmortalité, ne font pas très bien paraître le Québec, disons. Vous avez parfaitement raison. Puis, moi, quand je dis que le gouvernement Legault s'en tire plutôt bien, c'est en prenant en considération que le but ultime d'un gouvernement, c'est de se faire réélire. Et du moins, à court terme, s'il y avait des élections demain matin, je n'ai aucun doute que ce serait Legault qui remporterait. Ouais. Donc, dans cette perspective-là, c'est un succès. Maintenant, le Québec est un des pires endroits pour la mortalité par la COVID. Est-ce que dans 2 ans, après qu'on ait étudié les décisions qui auront été prises par le gouvernement Legault pour combattre la pandémie, on ne se sera pas rendu compte qu'au fond, ils ont commis des erreurs très, très graves et que là, il va y avoir un problème électoral? Ça se peut. Mais disons que les politiciens, habituellement, prennent des décisions pour maintenir leur confiance ou la confiance de la population à court terme, à très court terme. Mais depuis long terme. Sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Il me semble que Legault a montré une performance admirable pour ce qui est d'entretenir la confiance dans la population, d'éviter la panique, de sortir les gens de l'insécurité et tout ça. Il a été remarquable. Ça, j'ai aucune réserve là-dessus. Ouais.
Je peux faire C'est remarquable, surtout dans un contexte où, encore une fois, le Québec ne performe pas bien objectivement. Je peux faire un commentaire sur ça qui nous ramène justement à c'est quoi une pensée un peu rationnelle et qui tient compte de la complexité des choses. On a entendu très souvent et encore régulièrement l'idée de comparer. Hey, ici, les Français sont meilleurs là-dessus. Or, en termes de pandémie, on sous-estime l'importance de ce qui est, au fond, de ce qu'on appelle la contingence. Il y a des pays où il n'y a rien, mais ce n'est pas parce que c'est des génies, les élus. C'est qu'il y a eu une contingence que, ici au Québec, par exemple, en mars, on a eu le retour de la semaine de relâche qu'on ne pouvait pas prévoir. Et donc, il va falloir faire très, très attention à ce que j'appelle les gérants d'estrade, qui, eux autres, prendraient d'autres décisions. Par exemple, si on me demandait à moi quelle décision j'aurais prise, je peux vous dire tout de suite, sur la base des statistiques, qu'elles auraient été différentes, mais ce qui sont meilleures. Exemple, quand vous regardez le tableau de la proportion des mortalités, sont tous en haut de 90% en haut de 70 ans. Quelqu'un aurait pu décider qu'on ne ferme rien, mais qu'on enferme tous ceux de 70 ans. On dit, vous ne sortez pas de la maison. Puis ceux qui vont les voir, là, vous n'y allez pas à moins de 10 mètres de distance. On aurait pu prendre cette décision-là. La France l'a discuté, mais a conclu qu'on ne pouvait pas faire de discrimination en fonction de l'âge. Ils ne l'ont donc pas fait. Mais ce n'est pas irrationnel, face aux statistiques, de dire 90% des morts ont plus que 70 ans. Donc, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des écoles primaires, de monde qui se promène dans la rue avec des masques? Pas du tout. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'on ait pris cette décision-là. Mais je ne me transforme pas en gérant d'estrade qui dit hey, « c'est ça qu'il aurait fallu faire ». Donc, moi, je suis un peu énervé de tous ceux qui ont des grands conseils à donner et qui, dans 6 mois, ben, s'ils se sont trompés, ils vont se tenir tranquilles. Par exemple, au début, en Suède, on applaudissait. Le gars est un génie. Aujourd'hui, on lui tire des tomates. Un instant, il n'y a pas de science de la décision. Et dans l'inconnu, ceux qui ont eu la bonne réponse, ils l'ont eu par hasard. Si vous achetez 10 billets de loto, chacun un, et que c'est vous qui gagnez, vous ne pouvez pas dire hey, « moi, j'ai-tu été prescient? Yes, j'ai acheté le bon billet de loto. » Donc, une pandémie, c'est compliqué. Dans tout le monde entier, il n'y a personne qui prend les mêmes décisions parce que chaque pays avait des contingences différentes. Si on prend l'Afrique, on s'attendait à une hécatombe en Afrique. On avait prédit une catastrophe mondiale. Et là, on s'est aperçu, hein, c'est bizarre, en Afrique, ils s'en sortent dans plusieurs pays. Là, ça change pour la vague 2, mais il y a plusieurs pays qui s'en sont sortis. On se demande encore pourquoi. C'est parce qu'il fait chaud. On ne sait pas pourquoi. Il va falloir aller étudier ça sur place. C'est compliqué. Donc, moi, tous ceux qui critiquent les élus au nom de leurs statistiques, je dis, j'en ai vu des stats, je peux interpréter ça différemment. Je ne défends pas le gouvernement. Je dis que ces gens-là, dans ces décisions-là, qui auraient pris d'autres décisions, auraient pu, comme dans tous les pays, parce que si on prend le spectre des décisions dans tous les pays, je pense que tout a été fait. Rien faire, mettre ça à 20 heures, ramener ça à 18 heures, mettre des masques sur la tête, mettre des masques dans le nez. On a tout essayé. Tout essayé et on est plutôt dans la stabilité que dans le déclin. Voyez-vous? Donc, attention à ceux qui sont toujours les plus sachants que les autres. Moi, je vous dis, ça m'irrite. Merci, messieurs. Je vais quand même, Monsieur Bouchard, si on peut clore la conférence, parce que nos invités vont venir nous rejoindre dans pas longtemps avec les étudiants. Oui, très bien. Merci beaucoup pour vos présentations. Extrêmement intéressant.